Alors pour commenter ce qui agite la tech aujourd'hui, j'ai Alain Staron en plateau, le PDG d'Amborella qui est le spécialiste de la disruption. Bonjour Delphine. Bonjour Alain. Et en visio, nous avons Nelly Cornero qui est directrice de l'adoption technologie chez iExec, qui est une spécialiste de la blockchain. Et puis on a un troisième invité spécial, on va le prendre tout de suite d'ailleurs par téléphone, Jérôme Billois, expert cybersécurité chez Wavestone, qui va nous expliquer pourquoi cette faille Log4Shell sème la panique en ce moment. Bonjour Jérôme. Bonjour. On ne vous voit pas, on vous entend très bien en revanche. Alors cette faille Log4Shell n'est pas forcément la plus simple du monde à expliquer, donc je compte sur vous parce qu'il faut quand même en passer par là si on veut comprendre quels sont ses impacts. Tout à fait. Alors c'est une faille de sécurité qui a été découverte et rendue publique en tout cas en fin de semaine dernière. C'est une faille qui touche un des composants assez cachés des systèmes d'information. Je dirais que c'est de la tuyauterie, voire de la tuyauterie tout au fond des applications. C'est ce qui va garder une trace de comment l'application fonctionne, ce qu'on appelle les journaux. C'est-à-dire que quand vous allez cliquer quelque part dans une application, entrer votre nom dans un formulaire, eh bien, il y a tout au fond de l'application quelque chose qui va garder une trace de ce qui s'est passé pour pouvoir l'analyser a posteriori, trouver des erreurs, etc. C'est un composant technique ultra classique qui est dans tous les systèmes. Le problème, c'est qu'une faille a été trouvée dans ce composant qui permet de prendre la main sur le serveur qui contient l'application, ou en tout cas qui contient ces journaux. Pour vous faire une image assez simple, c'est une faille qui est extrêmement facile à utiliser. Elle tient en une seule ligne et on peut l'utiliser en une seule ligne. Et si je devais faire une analogie, c'est un peu comme, dans sa facilité d'exécution et dans ses effets, c'est un peu comme si vous aviez une maison avec une boîte aux lettres, vous avez un attaquant qui met un courrier dans la boîte aux lettres, juste ça, et ça ouvre la porte de la maison. Voilà un peu l'effet que ça peut avoir. Quel type de conséquences on peut craindre alors pour une découverte d'une faille aussi cruciale ? Alors, les conséquences, elles sont extrêmement larges. Et c'est même ce qui est aujourd'hui frappant, c'est que je pense qu'on n'a encore pas totalement les idées claires sur les conséquences. On pense évidemment aux serveurs web et à la capacité pour des attaquants à pouvoir accéder aux données personnelles qu'il y a dans les bases de données, ou aux données de paiement, etc. On va aussi très rapidement penser aux opérateurs de ransomware, vous savez, ces attaques qui finalement bloquent les systèmes, volent des données, ils demandent des rançons derrière. C'est un super moyen pour eux d'entrer dans les systèmes des entreprises et de tout bloquer. Mais on peut même imaginer, il y a déjà des premiers cas qui remontent, des problèmes dans des objets connectés, des problèmes dans des logiciels de design 3D. Enfin, tout peut être touché, c'est bien ça la difficulté. Et pour l'instant, aucune attaque n'a été recensée, je crois, Jérôme Billois. Alors, on n'a pas vu d'attaque majeure avec des effets très forts, parce que tout le monde est en train de courir derrière la montre pour arriver à corriger finalement et à appliquer les correctifs. On voit par contre des tentatives extrêmement nombreuses, souvent automatisées, et plutôt dans un objectif à date, soit d'installer ce qu'on appelle des mineurs de Bitcoin, finalement pour voler entre guillemets la puissance informatique des victimes, pour leur faire réaliser des opérations et récupérer du Bitcoin derrière. On a vu les premières tentatives hier de groupes de ransomware. Donc voilà, on voit que les attaquants accélèrent aussi. Donc il faut arriver à compléter les actions de protection des systèmes. Oui, parce que le correctif a été publié, mais après, il y a tout le temps nécessaire pour l'appliquer, travailler sur les mises à jour. Et donc, en attendant, j'imagine qu'en tant qu'expert de cybersécurité, vous surveillez cette faille comme le lait sur le feu. Merci beaucoup, Jérôme Billois, pour vos explications. Je rappelle que vous êtes expert cybersécurité chez Wavestone. Alors, tiens, je voulais vous voir si vous aviez une réaction là-dessus quand même, Nelly Cornero, parce qu'on a évoqué le fait que cette faille puisse être utilisée, commence visiblement à être utilisée par des mineurs de Bitcoin. Alors oui, on a vu aussi un moment très important utilisé pour des comptes Google qui utilisaient c'est par exemple des mots de passe faciles à utiliser pour le minage de Bitcoin. Voilà, on voit comment aujourd'hui
les cybercriminels, ils comptent voilà, sur ce type de failles pour justement profiter pour les minages des bitcoins. Bon, on continuera à suivre cette actualité évidemment dans Smart Tech. Alors, je voulais qu'on enchaîne avec une autre info. Il s'agit de Mercedes qui devance Tesla en obtenant une homologation pour son système de conduite autonome de niveau 3. Donc, ça veut dire qu'il ne nécessite plus forcément tout le temps, en permanence, l'attention du conducteur. Alain, je voulais vous faire réagir là-dessus. Oui, niveau 1, c'est on coexiste avec la voiture. Niveau 2, on peut enlever les mains. Niveau 3, on peut enlever l'œil. Et niveau 4, on enlève l'esprit. Et niveau 5, on enlève le volant. Donc, on est bien au milieu du gué. Effectivement, Tesla fait machine arrière sur sa bêta autopilote niveau 3. Parce qu'il s'est rendu compte, comme il le dit lui-même, Elon Musk, que la voiture fait des choses qu'on n'attend pas et qu'elle ne devrait pas faire. Donc, et en même temps, c'est normal. Une bêta, ça veut dire que c'est pas prêt. Donc, il faut faire marche arrière. Du coup, Mercedes se retrouve en tête et même devant Audi qui quand même pousse aussi. Ce qui est intéressant, c'est que les Allemands, le gouvernement allemand a légiféré pour que ce soit possible tout de suite. Par ailleurs, le gouvernement allemand travaille sur les infrastructures, parce que les infrastructures peuvent aider en envoyant des signaux qui aident des voitures. Donc on se rend bien compte que l'Allemagne a décidé que, Allemagne, patrie de la voiture, s'il en est, a décidé que la voiture autonome, il en serait. Et donc peut-être qu'on verrait un constructeur allemand dépasser Tesla dans cette course à la voiture autonome. Absolument. Enfin, Mercedes, le premier. On est, alors, quand même, derrière tout ça, on le dit toujours. Est-ce que là, on est à un point de bascule ou pas, quoi? Non. Derrière tout ça, on est toujours sur le même sujet. Il faut beaucoup de données. Ouais. Et une intelligence artificielle n'apprend qu'à hauteur des données dont elle dispose. Et aujourd'hui, Tesla a 1 million de voitures qui apprennent tous les jours. Donc, autant Mercedes est probablement allé un peu plus vite sur la sécurité de son logiciel, c'est de ça dont on parle, autant quand on va rentrer dans les aspects pratiques, ça va être un peu compliqué, d'autant plus que la voiture autonome autorisée par le gouvernement allemand, elle va sur autoroute à moins de 60 km/h. Ouais, donc on est quand même dans un... En cas de fort trafic, parce que sinon, moins de 60 km/h sur l'autoroute, c'est rare. Oui, mais... donc et c'est limité en cas de fort trafic, puisque ça ne peut pas dépasser 60 à l'heure. Donc on se rend compte que c'est un use case extrêmement limité, pendant que Tesla lui dit, la voiture, elle vient vous chercher devant chez vous, elle vous emmène au bureau et elle va se garer. Et donc, dans ces moments où on se retrouve dans les bouchons à moins de 60 km/h sur l'autoroute, et bien là, on est autorisé à consulter ses mails. Absolument, c'est très très pratique. Et alors, pour comprendre ce qui peut se passer, parce que imaginons que quelque chose change, que la voiture ne sache pas gérer, et c'est la limite à 60 km/h, c'est que la loi donne 10 secondes au chauffeur pour reprendre la main, au conducteur. Donc, si jamais la voiture crie au secours, vous avez 10 secondes, ça veut dire que pendant 10 secondes, elle va être capable de gérer, d'où le fait qu'elle ne va pas trop vite. Et si vous ne gérez pas dans les 10 secondes, la voiture se met en mode arrêt. Elle clignote de partout, puis elle se pose et s'arrête. Bon, alors tout ça pour rassurer quand même les automobilistes, mais je ne sais pas si ce sera suffisant parce qu'on a eu une autre actualité à Paris dramatique, c'est un accident mortel, puisqu'on a appris que finalement il y avait eu un mort et 20 blessés, dont 3 qui sont encore en état grave. C'était samedi à Paris, un chauffeur de taxi G7 qui n'était pas en service, il était avec sa petite famille, qui visiblement dit qu'à un moment, il a perdu totalement le contrôle de sa Tesla. Et donc, voilà, catastrophe. Derrière, la compagnie de taxi G7 a décidé de suspendre le service de sa flotte Tesla. Alors, pas toutes, mais enfin, en tout cas, le modèle 3 qui est concerné. Et pour l'instant, on ne connaît pas vraiment les causes de cet accident. Tesla dit, parce que toutes les voitures Tesla sont connectées, dit que l'autopilote n'était pas enclenché. Bon, il faudra mener l'enquête et on va voir ce qui va se passer. Mais il semblerait que ce soit... Alors évidemment, quand on dit Tesla, on dit voiture autonome, mais il semblerait qu'en l'espèce, ces deux nouvelles soient totalement décorrélées. Mercedes fait du niveau 3 et Tesla, sur une voiture qui visiblement n'était pas... Enfin, apparemment n'était pas en autopilote, a fait un accident extrêmement grave. Ça me rappelle... On va dire, un des intérêts quand même de ces voitures autonomes, c'est qu'elles contiennent des boîtes noires. Finalement, elles enregistrent toutes les données. Et donc, pour l'enquête, puisque quand même le conducteur a été mis en examen, pour l'enquête, on va avoir des données très précises sur la conduite. Quand même, ce qui est intéressant, peut-être il faudrait réagir là-dessus, c'est que cet autopilote qui était réservé aussi uniquement pour l'autoroute jusqu'ici, a été élargi à la conduite en ville. Est-ce que ça, c'est vraiment raisonnable ? Alors, c'est raisonnable. Je ne sais pas, les 600 taxis Waymo, ils roulent à Phoenix et maintenant ils roulent à San Francisco, sans chauffeur. Il n'y a plus personne au volant.
Plus personne. Vous avez des gens à l'arrière, plus personne au volant, ça roule en ville. Alors, Oui, mais alors justement, est-ce que peut-être l'humain derrière le volant ne reste pas une question, c'est-à-dire un problème de formation aussi à utiliser ce nouveau type de commande d'automobile? alors, en fait, effectivement, la question peut se poser de comment on fait coexister l'humain et la machine, Ouais. sachant que, enfin, je rappelle toujours qu'il a fallu 30 ans pour arrêter le cheval et passer à la voiture, et ça va toujours beaucoup plus vite. Donc, on ne va pas coexister très longtemps, parce qu'effectivement, ça crée plus de problèmes que de donner toutes les clés à une machine, sous réserve évidemment qu'elle fonctionne bien. Donc, à mon avis, la ville est effectivement plus complexe que l'autoroute, c'est clair. C'est pour ça que les Allemands refusent la ville pour l'instant. Les villes américaines sont néanmoins beaucoup plus simples que les villes européennes. C'est très intéressant de voir Waymo à San Francisco parce que c'est une ville qui est un peu compliquée sur le plan de la circulation, contrairement à Phoenix où tout est droit, perpendiculaire et tout va bien. Et donc, encore une fois, c'est une question de temps. Si vous regardez un petit peu, il y a Mobileye qui va lancer avec Sixt. En Allemagne, des voitures autonomes aussi. Donc Sixt, le loueur automobile. Et Mobileye, dont on a parlé la semaine dernière, la filiale d'Intel qui fait de la conduite autonome. Et donc ça, c'est aussi en Allemagne que ça se passe. À Pékin, il y a 2 mois, ils ont lancé la même chose que Waymo, donc avec Baidu et Pony.ai. Donc deux boîtes chinoises, ils ont lancé une centaine de voitures autonomes. Et puis après, il y a d'autres projets, mais qui sont pour un peu plus loin. Et c'est maintenant que ça se passe. On va vers ça, mais enfin quand même, quand on entend l'avocate du chauffeur qui nous dit qu'il a tout fait pour appuyer sur la pédale de frein qui est restée bloquée, et parallèlement, la voiture s'est emballée et a roulé excessivement vite. Ça peut être un problème mécanique, mais est-ce que c'est lié à l'intelligence artificielle? Personne n'en sait rien. Sans mauvais jeu de mots, ça peut être aussi un coup de frein quand même au déploiement plus large de la voiture autonome en ville. Attention, l'accident d'Uber était vraiment un problème. Oui. Parce que là, c'était le système automatique qui était en cause. Là, on n'en sait absolument rien. Ça me fait penser aux voitures. Et d'ailleurs, on n'en saura peut-être absolument rien au final, parce que ce sont des objets tellement complexes maintenant à analyser qu'on n'a pas forcément toutes les réponses. On l'a déjà vu. Ouais. Ouais, on l'a déjà vu, si, avec le système de cruise control, de régulateur de vitesse sur les Renault. On n'a jamais su, finalement. Oui, c'est à ça que je pensais, en fait. Ah bah oui, on n'a jamais eu le fin mot de l'histoire, tellement les systèmes sont complexes. Alors, Nelly Cornero, je voulais vous faire réagir sur une autre actualité qui concerne les bitcoins, donc la plus célèbre des crypto-monnaies. Et cette info qui nous dit que celui qui donc revendique être le créateur des bitcoins a gagné un procès à 50 milliards de dollars. Il s'agit de Craig Wright. Il est autoproclamé finalement créateur du bitcoin et il va pouvoir garder sa fortune parce qu'il était censé la partager avec un collègue qui depuis d'ailleurs a disparu, est décédé, qui serait vraiment à l'origine du Bitcoin. Qu'est-ce que vous savez, vous? Comment vous interprétez cette affaire? Qu'est-ce que vous savez, vous, de la création du Bitcoin, qui reste encore un mystère? Oui, en fait, pour donner un petit peu de contexte, donc les protocoles derrière Bitcoin, il était publié sur Internet sur le pseudonyme de Satoshi Nakamoto. Donc, ça peut être une personne ou un groupe de personnes. Donc, aujourd'hui, on ne sait pas. Ce n'est pas la première fois que quelqu'un s'autoproclame Satoshi Nakamoto. À savoir, dans cette affaire, c'est très important. Cette affaire ne sert pas à identifier qui est Satoshi Nakamoto. Attention, ça ne veut pas dire non plus que Craig il a gagné cette somme. Attention, donc cette affaire, il est centré sur le fait d'éclaircir une relation d'affaires entre 2 personnes, Craig et Kleinman. Alors, donc, c'est la famille de Kleinman, la personne qui est décédée, qui demande à Craig des dédommagements suite à cet lien d'affaires qui a pu avoir comme résultat les minages de cette somme de 1,1 million de bitcoins. Donc, à peu près, voilà la somme qui était en jeu. 45 milliards de dollars. Et aussi, oui, d'autres dédommagements pour, par exemple, la propriété intellectuelle. Donc, à la fin de cette affaire, il était décidé, ce n'est pas Craig qui a gagné cette somme, quelque part, par contre, c'est que lui, il doit payer des dédommagements pour lieu de la propriété intellectuelle à Kleinman. Alors, aussi, il faut savoir que cette personne, elle est très polémique dans les milieux blockchain. Voilà pourquoi. Parce qu'à plusieurs reprises, la communauté a demandé une preuve
de sa responsabilité derrière Bitcoin, notamment pour l'utilisation de cette somme de Bitcoin. Donc, il n'a jamais donné une vraie preuve qu'il a accès à ces Bitcoins qui étaient minés au début de Bitcoin. Donc, c'est pour ça aujourd'hui que la communauté est très sceptique par rapport à cette personne. Oui, donc en fait, cette affaire, ce procès ne règle pas le mystère. Hein. Il reste tout à fait entier. Et effectivement, alors il a l'autorisation de garder ses 1,1 million de bitcoins, mais il a aussi l'obligation de verser 100 millions de dollars pour viol de propriété intellectuelle à la famille donc de son collègue. Alors, autre info qui concerne les bitcoins, on apprend que 90% des bitcoins sont désormais minés. Il n'y en a plus que 10% finalement à miner. Ça représente à peu près 2 millions de bitcoins. Pourquoi? Alors déjà, expliquer pourquoi il y a cette limitation et pourquoi ça va prendre encore beaucoup de temps finalement pour arriver à miner 100% des bitcoins. Alors, oui, c'est tout à fait normal parce que le protocole de Bitcoin, il était conçu comme ça. Alors, ce qui aujourd'hui on appelle par exemple le Bitcoin, c'est de l'or virtuel ou de l'or digital parce que quand on compare l'or avec du Bitcoin, voilà, l'or, il a une utilité. L'or, ça sert à, par exemple, faire des bijoux, un conducteur d'électricité, un moyen d'échange. Et aussi, il y a une valeur. Voilà, c'est là une valeur par rapport à la rareté. C'est une ressource limitée. D'accord. Quand on les compare à Bitcoin, Bitcoin aussi, c'est une ressource limitée. Voilà, c'est 21 millions qui existent aujourd'hui. Et l'utilité, c'est un réseau qui permet de faire des transactions de paiement entre des personnes sans intermédiaire. Alors, c'est cette rareté et l'utilité qui donnent la valeur à l'or et aussi au Bitcoin. La différence, c'est que par exemple, l'or, ça va être produit naturellement sur un certain nombre de temps. Voilà. Par contre, Bitcoin, on va créer des bitcoins suite aux récompenses qu'on va donner à des personnes qui vont valider des transactions, voilà, des blocs de transactions. Et ça, c'est très important. C'est un moyen pour soutenir ces systèmes, pour encourager les gens à faire fonctionner ce système. Alors, cette récompense, c'est lié au fait que moi, quand je vais valider des transactions, par exemple un bloc d'information, moi, je dois deviner un certain nombre de chiffres et de lettres. Comment je vais faire? Je vais essayer toutes les possibles combinaisons. Donc, 0,01, 2, 3 pour ça. Je vais utiliser la puissance de calcul d'un ordinateur, donc l'électricité. Donc, je vais être récompensé l'investissement que j'ai fait en électricité. Si je gagne, voilà cette récompense. Nelly, la récompense a commencé en 50. Oui. Je suis désolée, on n'aura pas le temps d'expliquer tout le Bitcoin, mais déjà c'est très clair ce que vous avez dit. Je vais juste faire un très très grand raccourci donc pour dire qu'il va falloir encore à peu près 120 ans pour miner les 10% de Bitcoin restants et à voir si cette annonce d'une rareté finalement qui est annoncée. Est-ce que ça risque de faire flamber ou pas encore la valeur du Bitcoin? On suivra ça aussi dans Smart Tech. Je voulais juste garder 1 minute pour vous deux pour présenter une idée de cadeau de Noël. Alain. J'ai beaucoup cherché, c'est très compliqué. En fait, je sais que vous ne l'aimez pas. Je rêve d'un robot qui m'aide à faire la cuisine. Ça existe au Japon, c'est Mira Technologies qui fait ça, on ne peut pas l'acheter encore aujourd'hui. Mais la grande tendance, c'est quand même les robots qui vous aident par rapport à tout ce qu'on peut voir, robots compagnons, etc. Et j'en veux pour preuve le projet... Mais moi, j'adore les robots aspirateurs. Et ça, je dis juste que je n'ai pas forcément envie qu'on m'offre un robot aspirateur à Noël. Non, mais c'est pour moi. Offrez-le-moi. Ok, donc un robot aide-ménager du côté d'Alain. Très bien. Et Nelly Cornero, quelle serait votre recommandation de cadeau de Noël? Alors, j'ai vu CD Lego, c'est une nouvelle marque qui s'appelle Lego Boost. Et c'est en fait aller au-delà de la construction des Lego, c'est pour faire des robots.
c'est des Legos qu'on peut robotiser avec une appli qui se télécharge très facilement voilà, pour faire parler et bouger les robots. Et alors j'ai Depuis, vu, effectivement, cette application. Lego Boost, Lego on peut Boost. les offrir dès 7 ans. Oui, mon fils en Voilà, a. donc apprentissage de la programmation, super ludique, c'est une excellente idée. Merci beaucoup à tous les deux pour vos commentaires sur l'actu. Nelly Cornero, directrice de l'adoption technologie chez iExect, et Alain Staron, PDG d'Amborella. Merci encore. Merci On ne voit beaucoup pas d'être avant Noël, joyeux Noël. Nous, on part en pause et on se retrouve